Je rigole, mais Madame donc Fatma Bouarchiche, vous avez donc 2 minutes supplémentaires du fait. Non, je rigole, c'est 7 minutes à peu près. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez nous dire sur justement le rôle donc que peut jouer la lutte contre le blanchiment et comment est-ce que certains dispositifs sont mis en place justement pour à la fois pour entraver, signaler, geler administrativement des avoirs qui pourraient être voilà, non conformes, on va dire. Vous allez nous expliquer tout cela, je vous remercie. Très bien, merci Madame la députée. Alors je vais aller dans le vif du sujet. Je suis d'abord ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager notre expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Je tiens à remercier Madame Nada Shehab pour son invitation et pour son intérêt pour l'action de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est le superviseur donc, du secteur bancaire et financier en France, dont le rôle est notamment de s'assurer de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire et financier. La conférence CEDRE, dont il a été rappelé la genèse tout à l'heure, souligne l'importance de la LCBFT, ou lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, et des standards internationaux en la matière. J'utiliserai parfois cet acronyme LCBFT. En 2019, le FMI, tout en reconnaissant les efforts accomplis par le Liban en la matière, avait relevé, je cite, que l'incapacité du Liban à atténuer efficacement les risques relatifs au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme pourrait affecter les investissements et l'accès continu des banques à leurs correspondants bancaires. Cette phrase résume bien tout l'enjeu des politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La LCBFT, en effet, est une réglementation capitale dont l'objectif est avant tout de protéger l'économie contre son utilisation à des fins criminelles. Les banques et plus largement le système bancaire financier jouent un rôle fondamental dans une politique de LCBFT efficace. Le secteur bancaire et financier est en réalité à la fois acteur et enjeu de ces politiques. L'enjeu, car une politique de LCBFT efficace permet d'assainir un système financier, de le rendre plus transparent, de le maintenir intégré aussi dans le système bancaire et financier international. Le FMI, d'ailleurs, relevait en 2019 que le renforcement de la LCBFT au Liban était important pour maintenir l'intégration du système bancaire libanais au niveau international. Le secteur bancaire et financier est aussi l'acteur d'une politique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, puisque son efficacité repose sur la capacité des organismes financiers à détecter les opérations suspectes, susceptibles de constituer des opérations de blanchiment, de financement du terrorisme, pour les déclarer aux autorités publiques. Les enjeux de la LCB sont aussi sociétaux, j'allais dire. La lutte contre le blanchiment constitue un élément dans la préservation du pacte social. Elle réduit en effet les zones d'ombre dans l'économie, permet la transparence des chaînes de détention dans les sociétés, préserve le système bancaire du blanchiment des fonds issus de la corruption ou des détournements de fonds publics. Elle contribue également, d'une certaine manière, à maintenir l'égalité de traitement entre les citoyens, l'égalité devant les charges publiques, par exemple, en luttant contre la fraude fiscale. Les enjeux de la lutte contre le financement du terrorisme rejoignent évidemment ceux de la lutte contre le blanchiment. Une politique de lutte contre le financement du terrorisme efficace est aussi un élément important de la réputation d'une économie et d'une place financière. Les mesures mises en œuvre doivent permettre de détecter, d'abord, de poursuivre les terroristes et ceux qui les financent, mais aussi de tarir leurs sources de financement en coupant ces groupes de l'accès au système bancaire et financier. Il est donc important aussi de souligner l'enjeu de sécurité publique, de sécurité des personnes et même plus largement de maintien de la paix dans le monde, eu égard au caractère transfrontalier de l'activité des groupes terroristes. Le Liban a la particularité de se situer dans une zone exposée au risque de financement du terrorisme, en raison notamment de sa proximité avec des zones de conflit, des zones où sont présents des groupes terroristes. Et dans ce contexte-là particulier, la LCBFT revêt une importance cruciale. C'était d'ailleurs aussi un des constats qui avait été fait par le FMI en 2019, renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour prémunir le système bancaire et financier libanais du dérisking, ce qu'on désigne dans notre jargon de conformité bancaire. Le dérisking, ce sont les politiques de réduction du risque qui sont mises en œuvre par les organismes financiers lorsqu'ils estiment qu'un système bancaire et financier étranger est perméable au risque de blanchiment, et donc leur action consiste à se désengager en fait de ces marchés estimés risqués. J'en viens maintenant à l'aspect plus concret, plus opérationnel, après le
pourquoi la LCBFT est importante et peut-être un outil de compétitivité, comment faire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme un outil de performance économique. En matière de LCBFT, la norme fondamentale pour la définition et la mise en œuvre des politiques publiques afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont les recommandations du groupe d'action financière internationale, le GAFI. Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui avait été créé en 89, initialement essentiellement pour lutter contre le blanchiment du trafic de stupéfiants. Son rôle a ensuite été étendu au blanchiment de toute forme de criminalité. Et après les attentats du 11 septembre 2001, il a inclus également la lutte contre le financement du terrorisme. Le GAFI est un organisme qui dépend de l'OCDE, mais il existe aussi des GAFI régionaux. Et le Liban fait notamment partie du GAFI qui s'occupe de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le GAFI a élaboré 40 recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Les caractéristiques d'un système efficace de LCBFT tels qu'ils résultent des standards du GAFI sont notamment les suivantes. L'élaboration par chaque pays d'une analyse de ces risques de BCFT auxquels il est exposé. La politique de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme doit en effet être définie en fonction des risques du pays. Le recul de l'anonymat dans l'économie est également un élément important avec notamment l'interdiction de ce que l'on appelle les comptes anonymes. Et à cet égard, le FMI relevait également en 2019 que l'interdiction de ces comptes était particulièrement soutenue par la Banque centrale du Liban. L'efficacité de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme repose aussi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la vigilance des secteurs économiques qui peuvent être utilisés pour blanchir ou financer des activités terroristes. La logique sous-jacente étant la suivante, les banques, les avocats, les notaires, les professionnels de l'immobilier doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance afin de détecter d'éventuels soupçons de BCFT pour les déclarer aux services, aux cellules de renseignement financier. Ensuite, la coopération qui a aussi été évoquée tout à l'heure entre les autorités au sein d'un pays pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme est aussi un élément important. Produire du renseignement financier pour qu'il soit transmis à une cellule de renseignement financier est l'objectif fondamental des vigilances. Néanmoins, pour que le système soit efficace, et que la criminalité financière recule, il faut que les autorités en charge des enquêtes et de sanctions coopèrent entre elles. La transparence également sur l'identité des dirigeants, des principaux actionnaires, des personnes morales, des sociétés, des constructions juridiques de type trust est aussi un élément important. Et enfin, la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ou sanctions financières ciblées pour lutter contre le financement du terrorisme est aussi un outil important. Je m'arrêterai un peu plus longuement sur ce point. Les mesures de gel des avoirs donc, sont des mesures qui sont prises au niveau des Nations Unies, au niveau européen ou au niveau national, dont l'objectif est de bloquer les fonds ou les ressources économiques des personnes soupçonnées de participer aux activités de groupes terroristes et d'interdire toute mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit de ces groupes. La pratique française, que je vais partager très rapidement avec vous, est à cet égard très intéressante. La France, qui, comme vous le savez, est aussi exposée à une menace terroriste importante, a dès 2012, dans le contexte post-attentat de Toulouse, pris des mesures de gel des avoirs au niveau national pour cibler certains terroristes actifs sur son territoire pour lutter contre le financement du terrorisme. Les mesures prises au niveau national, contrairement aux mesures internationales, visent essentiellement les personnes qui sont actives sur le territoire du pays qui les prend et dont les avoirs sont en France. Alors qu'au niveau international, on va plutôt agir sur les personnes qui ont un rôle fondamental dans l'organisation d'un groupe terroriste au niveau international. En France, on est passé d'environ une quarantaine de personnes qui avaient été ciblées en 2012 à près de 200 aujourd'hui, ce qui témoigne d'une utilisation beaucoup plus importante. Le gel, en tant que tel, vise en fait à limiter la capacité de nuisance des groupes terroristes. J'ai presque fini. Donc, vise à limiter la capacité de nuisance des groupes terroristes en coupant notamment ces groupes de leurs sources de financement. Je signalerai très rapidement que la Tunisie, notamment, a aussi pris ses premières mesures de gel à la fin de l'année 2018. La Belgique a aussi intensifié ces mesures. Au-delà de la définition de ces standards, le GAFI surveille et évalue la conformité des lois des pays à ces recommandations. Il évalue également leur efficacité, à savoir l'aptitude d'un dispositif de LCBFT à produire les résultats escomptés dans le cadre d'évaluation mutuelle. La dernière évaluation du Liban a été faite en 2009, donc je pense que la prochaine ne devrait pas tarder. La France, qui avait d'ailleurs aussi été évaluée en 2011, est en plein process d'évaluation GAFI.
L'évaluation du FMI que je citais rapidement au début de mon intervention précède en général celle du GAFI et elle a pour objet de lister les points forts et les points faibles. Dans le cadre de cet exercice, le FMI notait en 2019 que pour préparer l'évaluation à venir par le GAFI, les autorités libanaises devaient sans doute, comme beaucoup d'autres pays, en réalité se concentrer sur l'efficacité. Une évaluation GAFI est un processus qui est exigeant, très consommateur de temps. Je peux en témoigner puisque je travaille sur l'évaluation de la France. Cette évaluation, dont le rapport est public, a pour objet d'aider les États à améliorer leur dispositif. Il ne s'agit pas uniquement de noter, mais d'assister tous les États dans l'amélioration de leur dispositif en fonction des risques spécifiques auxquels ils sont exposés dans le contexte actuel du Liban. Les résultats de cette évaluation, si elle était réussie, seraient sans doute un atout pour la réussite du Liban. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit, disait le poète Khalil Gibran. Si le Liban traverse aujourd'hui une crise importante, il a su démontrer par le passé sa capacité de résilience. Gageons que ce pays saura se mobiliser avec l'aide de ses partenaires pour relever ces défis actuels. Je vous remercie. Je vous remercie.